T'as lancé là ? C'est lancé. Incroyable. Quel talent, quelle sagacité, quelle puissance technologique, Alain Mercier. Il faut appuyer sur play, quoi. Voilà. Bienvenue dans Stéroïdes, le podcast qui fait l'exégèse des gros bras. Avec Stéphane Moïsakis et Julien Charpentier. Bienvenue dans ce nouvel épisode de Stéroïdes, le podcast. Je suis Stéphane Moïsakis, je suis votre hôte, comme dit dans le générique. Et je suis avec mon ami Julien Charpentier. Salut Julien. Salut Stéphane, bonjour tout le monde. Pour parler de Jack Reacher. Ouais. Un film qu'on aime bien. Tous les deux. Enfin, pour une fois, tu vois. Jack Reacher, alors je voulais en parler surtout avec toi, parce que c'est vrai que j'ai quelques amis aussi autour de nous qui aiment bien. Hein. Arnaud aime bien le film aussi, par exemple, Arnaud Bordas. Mais toi, en fait, la vraie distinction, c'est que t'aimes tellement le film que tu t'es plongé dans les bouquins, quoi, derrière. Oui. C'est-à-dire que t'as découvert la franchise, enfin l'univers et le personnage, en fait, créé par Lee Child, en voyant le premier film à l'époque. Absolument, ouais. Et tu t'es dit, putain, c'est génial, je veux aller lire les romans. Et voilà, donc en fait, ça va être intéressant d'en parler à la fois en fait en termes d'adaptation. Tu as lu le roman dont c'est tiré, j'imagine. Oui, c'est voilà. le 8e ou 9e de la série. Voilà, qui s'appelle en français, je crois, Folie Furieuse. Je crois. Je connais pas du tout les titres en français parce que l'une des raisons pour laquelle c'était pas facile de découvrir Jack Reacher en France, c'est qu'ils ont pas tous été traduits, ou alors ils ont été traduits, sont sortis, ils ont pas très bien marché, donc il n'y a pas eu de réassort, ce qui fait qu'en fait ils sont pas si faciles que ça à trouver. Donc D'accord. je connais que les titres anglais. D'accord. Et tu lis en anglais du coup ? Ouais, tous. D'accord. Ok. Bon, écoute, voilà. Mais il me semble que c'est Folie Furieuse en anglais, c'est One Shot. Je crois. One Shot, ouais, absolument. C'est ça. Et puis après, on va parler peut-être des autres épisodes. Tu vas peut-être un peu nous parler justement en littérature de ce qu'on manque, parce que finalement, ce qui va se passer, c'est qu'apparemment, on le dit d'entrée de jeu, c'est pas un film qui a très bien marché à l'époque, Jack Reacher. Ça a correctement fonctionné, mais l'idée, c'était de lancer vraiment une nouvelle franchise pour Tom Cruise, avec ce personnage central. Finalement, ça a suffisamment marché pour éventuellement mettre en place une suite qui, soyons honnêtes, n'aura pas d'épisode de stéroïdes, parce que je l'ai vu récemment. Je l'avais pas vu pendant des années. Et c'est nul, en fait. Elle est nulle, cette suite. Moi, je la trouve nulle, personnellement. Je sais pas ce que t'en penses. J'ai l'impression que tu me regardes avec un sourire un petit peu genre, tu vois... C'est parce que t'es quelqu'un de difficile, t'es difficile à satisfaire. Non, je suis pas un gros fan. Je suis pas un gros fan non plus d'Edward Zwick, hein, déjà. Oui, mais tu pourrais croire qu'il serait rentré dans un moule, on va dire, si tu veux. C'est ça, quoi. Mais en fait, il a pas fait ça du tout, donc on va l'évoquer très rapidement. Au lieu de suivre le moule qui avait été plutôt très bien dessiné par Christopher McQuarrie, il s'est dit, je vais faire un actionneur des années 90 et je vais pas me poser de questions. Et tu n'aimes pas, je suis pas un grand client non plus. Mais le truc, c'est que la franchise, elle est morte, non pas avec le premier film, mais bel et bien avec le deuxième. Exactement. Parce qu'il n'y aura pas de troisième. Hein. Il n'y aura pas de troisième, et du coup, en fait, Lee Child a annoncé ces dernières années que finalement, outre le fait que les fans hardcore, et ça on va en parler parce que c'est une des problématiques d'adaptation que je trouve qu'ils arrivent bien à contourner d'ailleurs, les fans hardcore en fait ont du mal avec Tom Cruise dans le rôle, puisque en fait il n'est pas du tout la représentation physique de Jack Reacher tel qu'il est écrit dans le bouquin. Et du coup, l'idée c'est en fait d'en faire une série télé, si j'ai bien compris maintenant. Donc, c'est ça. Ils ont décidé de partir. C'est Amazon qui devrait la faire. Et c'est avec l'accord de Lee Child qui était aussi en accord avec les deux films. D'ailleurs, il a un caméo dans le premier. On le dira peut-être tout à l'heure. On dira quand. Mais globalement, oui, c'est avec l'accord de Lee Child. Cette fois-ci, ils ont décidé de prendre un inconnu et de revenir au personnage. C'est vrai que là, je vais faire effectivement une petite aparté sur les bouquins. Le fait est que qui c'est Jack Reacher, c'est une masse. C'est l'une des choses les plus importantes qui soit dans la définition même du personnage. Jack Reacher, il fait 1m95 et il fait 120 kg de muscles, mais que de muscles. Et c'est un ancien militaire, comme ce que présente le film. Et souvent, tu sais, il y a ce vieux truc, c'est quand on annonce le futur Batman, les fans trouvent que c'est nul comme choix. Donc c'est relativement systématique que quand on annonce une figure déjà connue et qu'on plaque un acteur dessus, les gens disent « Ah non, ça va pas ». C'est aussi ce qui s'est passé avec Tom Cruise, même si il fait très bien le taf. Le truc, c'est que la personnalité de Jack Reacher, elle est influencée par le fait que c'est une masse. Sa façon de réfléchir, elle est influencée par le fait que c'est une masse. C'est un enquêteur, par exemple, Jack Reacher dans les bouquins, qui pose très peu de questions. Il n'a pas besoin. Il s'assoit. Et il attend, parce qu'il met en avant sa force physique. Et c'est quelqu'un, Reacher, en fait, c'est quelqu'un qui est, et le film le dit très bien aussi, qui est à la poursuite de la justice. Par contre, il se fout comme une guigne de la loi.
parce qu'il a, c'est aussi constitutif du personnage de dire, ok, il a été à l'armée toute sa vie. Son père était un marine, si je me souviens bien, sa mère est française, et il avait un frère et tous, ils ont vécu de base en base, et le jour où il décide de quitter l'armée, c'est le jour aussi où il décide de quitter les règles. Donc, en fait, c'est pour ça que c'est un vagabond, c'est pour ça que Jack Reacher n'est attaché à rien. Il n'a pas de maison, il n'a pas d'argent, il n'a pas de femme, et tous les gens qui composent sa famille, sa mère, son frère et son père, sont tous morts. Donc c'est vraiment un solitaire. Et ça joue aussi sur le personnage qu'il est. Donc cette physicalité très importante, forcément, quand tu vois Tom Cruise, tu dis, mais le bulldozer qu'est Reacher n'est plus là. Reacher est quelqu'un d'extrêmement violent, il n'a aucun problème avec la violence. C'est vraiment un truc, ça, il va te défoncer la gueule à la première opportunité si tu dis un mot de travers, il va se servir de sa force sans arrêt, mais il va toujours te prévenir. C'est d'ailleurs une scène que le film, on reviendra sans doute dessus, que le film illustre très très bien. Mais en gros, voilà, le personnage de Reacher, c'est une masse et c'est fondamental dans la définition même de ce qu'il est. Donc quand on voit Tom Cruise, qui est un acteur de grand talent, mais qui fait donc à peine 1m70, ça fait un peu drôle, et c'est pour ça que ça a autant râlé. Et Lee Child a d'ailleurs dit au moment de la série, oui, peut-être qu'on a fait une erreur. Tu fais, non, vous avez proposé quelque chose, c'est pas forcément une erreur. Bah, je pense, grosso modo, la façon dont tu le décris, c'est Chris Hemsworth, quoi. C'est un mec qui fait 1m95, qui est taillé comme une masse, et puis voilà. Bah, effectivement, ni toi ni moi, nous sommes de grands fans de Tyler Rake, mais quand tu vois Tyler Rake qui file un immense coup de pied, c'est effectivement Jack Reacher, c'est exactement ça. Mais alors, parlons du film en soi. C'est-à-dire que là, en fait, donc c'est une adaptation de One Shot. One Shot, alors, est-ce que... Alors, moi, j'ai pas lu les romans, hein, je connais vraiment que les deux films. Mais One Shot, en fait, ça commence, en tout cas dans le film, ça commence par un sniper qui bute de manière apparemment totalement, aléatoire, un groupe de personnes, en fait, sur une jetée. Ça se passe à Pittsburgh, voilà, merci. Et en gros, c'est un crime, en fait, pour lequel est accusé quelqu'un pour qui ça semble être vraiment comment t'appelles ça, la personne évidente, en fait, comment dire, le suspect idéal. Le suspect idéal, voilà. Et le suspect idéal, en fait, ne demande qu'une seule chose, avant de tomber dans le coma mystérieusement, en se péter la gueule mystérieusement, apparemment, tu vois. Il demande, en fait, à ce qu'on appelle Jack Reacher. Et en fait, Jack Reacher arrive, et du coup, puisqu'en fait, il est mené par son sentiment de justice, en fait, il va mener l'enquête pour savoir ce qui s'est vraiment passé, tout en sachant que, pour lui, de toute façon, en fait, le mec mérite de mourir, quoi. Le type qui est venu lui demander son truc. Alors voilà, j'explique mal parce que je pitch très très mal, voilà. Non, c'est très bien. Mais voilà, en gros, c'est l'idée principale du film et de cet épisode-là spécifiquement. Est-ce que tu sais pourquoi ils ont décidé de commencer à adapter à partir de ce moment-là? Toi qui as lu peut-être les autres, est-ce que ça semble évident C'est pas évident. En fait, l'avantage des Reacher, c'est qu'il y a assez peu de porosité entre les épisodes. Il y a évidemment une avancée, mais on va te faire assez peu de rappels de l'épisode précédent. Donc tu peux commencer par n'importe quel bouquin de la saga et tu retomberas sur tes pieds. L'une des raisons, je pense, pour lesquelles... Alors, c'est tombé bien parce que One Shot, c'est le dernier que j'ai lu. Hein, donc je te dis, ça doit être le 8e ou 9e. C'est l'un des meilleurs que j'ai lu. D'accord. C'est tout simplement, l'idée directrice, elle est très forte, elle est très simple à comprendre, et surtout c'est un truc qui permet vraiment d'introduire le personnage si tu le connais pas. Tout ce qui fait Jack Reacher, son côté vagabond puisqu'il se pointe en ville au moment où il est pas attendu, son côté enquêteur, son côté passé militaire, parce que le personnage de l'assassin présumé James Barr est un ancien militaire. Il y a tous les ingrédients qui font Reacher qui sont très bien présentés dans One Shot. D'accord, ok. Alors en termes d'adaptation, parlons-en. Qu'est-ce qui finalement manque ou est éventuellement Alors, moi je suis un grand amateur de Christophe McQuarrie. Je trouve que c'est un très très bon scénariste qui connaît très bien son boulot et je trouve qu'il a fait une excellente adaptation. Ce qu'il a enlevé, c'est par exemple James Barr, donc le suspect, il a une sœur qui a totalement été enlevée du récit. Il y a aussi une journaliste qui a un rôle relativement important dans le bouquin, puisque c'est une de celles qui va aider Reacher lorsque Reacher va être poursuivi suite au meurtre de la petite Sandy. Là, il y a ce personnage de journaliste, qui est une journaliste qui dit « Ok, c'est donnant-donnant, je t'aide à faire ton enquête et tu m'aides à avoir mon article qui sera une fois que tu seras innocenté. » Ce personnage-là a aussi été complètement évacué. Et pourtant, c'est une des choses qui montre qui est Reacher. C'est-à-dire que Reacher, par exemple, c'est un pragmatique. Il fait les choses au jour le jour
Et lui, la raison pour laquelle il décide d'accepter de faire de faire équipe avec cette nana, c'est parce elle a une voiture et il a besoin d'une voiture. Donc je dis ok, donne-moi tes clés. C'est vraiment le genre de gars qui fait très bien, ok, on y va, on fait ça. Mais à part ça, mis à part ces personnages périphériques, ils ont vraiment gardé toute la structure du roman. Ça commence de la même façon par ce meurtre. Ils ont gardé la plupart des personnages, la plupart des relations. Ils ont vraiment fait un travail d'adaptation que je trouve très bon. Est-ce que, par exemple, en fait, puisque ça commence par là, on voit qui est l'assassin, en fait, on voit qui est le sniper. On le voit aussi dès le début. Donc en fait, il n'y a pas de mystère, en fait. Il n'y a pas de mystère sur le fait qu'il est innocent. Aucun. D'accord, très bien. Alors, parlons justement de la relation entre Tom Cruise et Christopher McQuarrie. Alors, il y a un truc qui est assez intéressant avec ce film-là. Alors, je suis d'accord avec toi. C'est un excellent scénariste, Christopher McQuarrie, qui n'est pas forcément, à mon sens, aussi bien servi que par lui-même, toujours. C'est-à-dire que, en gros, ce que je veux dire par rapport à ça, c'est vraiment l'idée de son travail en tant que réalisateur. Ça dépend des films. Je trouve, par exemple... alors, on le sait que, en fait, si tu veux, même s'ils ont travaillé ensemble sur Valkyrie auparavant, parce que justement c'était le scénariste de Bryan Singer, enfin pas un des scénaristes de Bryan Singer, mais un des scénaristes attitrés, tout cas sur les films dramatiques, on va dire, on pense à Usual Suspect, on pense à Valkyrie. C'est la première véritable introduction entre Tom Cruise et Christopher McQuarrie, mais Christopher McQuarrie est plus ou moins devenu son scénariste, réalisateur attitré presque, hein, tu vois, voilà. Il travaille quasiment plus que tous les deux. Voilà. Bon, pas forcément en tant que réalisateur, mais même sur le film qui sortira peut-être un jour, Top Gun Maverick, le scénario, c'est Christopher McQuarrie. Mais parce qu'en fait, il occupe la place qu'avait Robert Towne, c'est-à-dire à une certaine époque, sauf que Robert Towne était simplement scénariste. Donc ce qui se passait, c'est que, en fait, là, d'un seul coup, McQuarrie se retrouve, y compris à réaliser les Missions Impossibles, et là, en l'occurrence, les 3, puisqu'ils sont en train de tourner le 3e qu'ils font ensemble. 3e et 4e, puisqu'ils vont faire le 7 et le 8. Alors, le 8, pour l'instant, il a été pour l'instant un peu arrêté, mais voilà. L'idée, c'est quand même qu'il fasse le 8 derrière. Voilà. Effectivement, il réécrit donc Top Gun Maverick. Il a écrit la suite de Jack Reacher, hein. Il est sur le scénario du film, quoi. J'ai oublié, tu vois. Voilà, mais à mon avis, c'est une passe supplémentaire, quoi. Parce que c'est, voilà, en fait, Robert Towne, c'était exactement la même problématique. C'est-à-dire que Robert Towne, il se retrouvait à réécrire absolument tous les films de Tom Cruise. Il faisait une passe, Tom Cruise, quoi qu'il arrive, en fait, pour que ça s'adapte, en fait, à Tom Cruise. Qu'est-ce que ça veut dire, ça, concrètement, quand tu regardes un film de Tom Cruise ? C'est-à-dire que, en gros, tout ce qui tourne autour du personnage de Tom Cruise, et là, en fait, je mets vraiment de côté l'aspect adaptation, en fait, de film, pour parler vraiment de l'acteur Tom Cruise et de la façon dont il se met en scène et de la façon dont il a besoin, en fait, qu'on travaille sur lui. Ça fonctionne très très bien, moi, je trouve, dans Jack Reacher. C'est-à-dire qu'en gros, à peut-être 2 punchlines près, si tu veux, t'as, comment dire, c'est un personnage qui est vraiment bien écrit. Je pense à 2 blagues qu'il fait comment dire, c'est Sandy, je crois, justement, en fait, la nana qui vient le voir dans le bar, là. Il y a 1 ou 2 punchlines où tu fais, bon, ça marche pas, il fallait les couper, les gars. Moi, il y en a une qui me fait beaucoup rire. Quoi, le truc sur le sang, là. C'est ta sœur, elle embrasse bien. Ouais, voilà. Bon, ça, à la limite, c'est direct, mais ce que je veux dire, c'est t'aimes pas la vue du sang, ça veut dire que t'es pas enceinte. C'est bizarre, quoi. J'ai pas de problème avec la vue du sang, ça veut dire que t'es pas enceinte, tu vois. Surtout celui qui te rappelle que t'es pas enceinte. C'est pas du meilleur goût. Ouais, puis surtout, c'est pas terrible, quoi, tu vois. Enfin, je veux dire, c'est le punchline qui tombe à plat, moi, je trouve. Voilà. Mais à part ces petits détails-là, voilà, Tom Cruise, je trouve, est très bien servi. Comme elle a beaucoup de scènes avec lui, je trouve que ça fonctionne assez bien avec Rosamund Pike. Très bien. En fait, on ne dira jamais assez à quel point Rosamund Pike est une excellente actrice. Oui. Et vraiment, pour le coup, je le pense sincèrement, parce que je pense que c'est quelqu'un qui souffre, en fait, de son statut de James Bond girl initial, quoi. C'est-à-dire que, en gros, elle a commencé très jeune, à 23 ans, en tant que James Bond girl dans Die Another Day. Et elle a beau avoir tourné beaucoup de films, et de rôles de qualité. Moi, je pense notamment à Gone Girl, mais même Jack Reacher, c'est finalement plutôt je trouve, en fait, pour un... c'est pas que un love interest, et d'ailleurs il n'y a pas vraiment de... Même si c'est sous-entendu... Il y a une séduction, voilà. Mais ça ne va jamais plus loin. Voilà, ça reste un personnage assez intelligent, qui fonctionne très très bien, et il est très bien campé, et alors le reste, ça part un peu par contre en cacahuète. C'est-à-dire que là, on va parler des méchants, par exemple. Alors les méchants n'ont jamais été... Ça n'a jamais été le point fort des films de Tom Cruise. Faut regarder Mission Impossible, par exemple. C'est un souci déjà. Et qu'on ne me parle pas de Philip Seymour Hoffman, parce que c'est peut-être un très grand acteur, Philip Seymour Hoffman. Il était pas mal, c'est Philip Seymour Hoffman dans Mission Impossible 3. Moi, je trouve pas trop. Et en fait, je trouve d'autant pas que... En fait, je trouve le personnage extrêmement mal écrit. C'est normal, il y a DJ. Mais voilà, non, mais il y a ça. Et puis, en fait, si tu veux, c'est à un moment donné, même un acteur de la trempe de Philip Seymour Hoffman, tu vois, qui est
toujours un peu meilleur dans des films comme Happiness où il fait le gros loser, si tu veux, ou dans Boogie Nights par exemple. Je trouve qu'il n'est pas assez célébré à cause de son rôle dans Twister, où il est pourtant très très bon. Voilà, donc on parle de loser donc. et bah là, en fait, si tu veux, donc dans Mission Impossible 3, mais ce n'est pas un podcast sur Mission Impossible 3, je trouve pas mieux, mais c'est généralement celui qu'on te cite en fait pour te donner la qualité d'un méchant, quoi. Voilà, là c'est un vrai problème dans Jack Reacher, c'est-à-dire que d'un côté t'as Jay Courtney. Alors j'ai juste une question, est-ce qu'on spoil absolument tout ou pas pour Jack Reacher? Parce que vu que c'est un petit film, je sais pas s'il a été très très vu. Bah, alors j'ai tendance à croire que les auditeurs de Stéroïdes le connaissent, tu vois. Je pense aussi. Mais... Voilà, si vous le connaissez pas, on vous engage vraiment à le voir parce que c'est vraiment un film qu'on aime. Et moi, alors voyure, en fait, c'est un film qui fonctionne très très bien, avec quelques défauts dont je vais parler, notamment ceux-là. Mais si vous l'avez pas vu, en fait, voilà, vous arrêtez le podcast parce que là, effectivement, on va rentrer en mode spoiler, quoi. Et enfin, je pense apparemment, puisque Julien a l'air de partir là-dessus, quoi. Et donc, je reviens sur ce que j'allais dire, en fait, c'est-à-dire qu'il y a Jay Courtney d'un côté qui est quand même juste le pire acteur de l'histoire du cinéma. Peut-être pas le pire, mais en tout cas... Avec Jared Leto, je sais pas, tu vois. Jared, il en prend une comme ça. Gratuit, okay. Tu vois, mais si c'est pas pourquoi, moi... Enfin, si vous savez pas pourquoi, lui, il sait. Mm-hmm. Et en fait, comment dire... Jay Courtney, c'est la poisse, le mec, quoi. C'est-à-dire tu le mets dans ton film, il te pète la franchise, quoi, c'est fini, tu vois. Donc là, les mecs se sont dit, putain, heureusement qu'il y a Tom Cruise, donc on va essayer d'en faire un deuxième, tu vois. Et il était pas là, mais le mal était déjà fait, quoi. Je pense que c'est ça qui s'est passé. Faut pas chercher plus loin, quoi. Mais c'est quand même l'un des meilleurs rôles de ce bon vieux Jay ou Jai, dans la mesure où ils ont quasiment coupé tous ses dialogues parce qu'ils avaient des problèmes avec son accent. Ce qui est quand même génial, tu vois. C'est-à-dire qu'en fait, tu te dis, enfin voilà, ça aurait dû vous donner un aperçu des capacités du mec, tu vois. Mais un très 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 bon agent, hein, le gars. Je pense, ouais, parce qu'il s'est retrouvé sur toutes les grosses franchises, quoi, à ce moment-là, quoi. Dans des films de merde, hein, soyons honnêtes, hein, c'est-à-dire Die Hard 5, pardon, j'allais dire Die Hard 3, n'importe quoi. Die Hard 5, ouais. Die Hard 5, ouais, mais c'est parce que, tu sais, mon cerveau, il est en mode Die Hard 3, tu vois. Si je mets un truc après Die Hard, c'est Die Hard 3. Bref, et c'est automatique, tu vois, c'est automatisé. C'est un raccourci. Et donc Die Hard 5, où il joue le fiston McClane, il est nul. Je sais pas, je pense honnêtement que ce film n'existe pas. Voilà. J'ai fait un cauchemar un jour. Terminator Genesis, où il joue Kyle Reese, et alors là, mais je pense honnêtement que ce film n'existe pas non plus, j'ai fait beaucoup de cauchemars. Voilà, et puis après, Suicide Squad, dont tout le monde connaît l'importance de ce film dans l'histoire du cinéma. Il a eu un Oscar, ne l'oublions pas. Ouais, donc voilà. Et donc en fait, Jay Courtney, il tourne la tête parce que c'est vrai en fait. Mais il a vraiment eu un Oscar. Parce que, messieurs, dames, sachez-le, Julien Charpentier ne fait pas de blague. En fait, il est toujours premier degré d'abord, sérieux, et après, il fait une blague. Il a vraiment eu un Oscar. Ouais. Je suis désolé, c'est pas ma faute. De quoi ? Je sais plus si c'est les maquillages ou les costumes, c'est l'un des deux. Et ouais, désolé. On vit dans un monde où Suicide Squad a eu un Oscar. Faut vous y faire, les gars. Il n'y a pas de problème technique, c'était un véritable blanc. Bref, qu'est-ce que je voulais dire ? Donc Jay Courtney, qui est quand même pas très bon, voilà, qui n'est pas très bon, y compris dans ses bastons avec Tom Cruise, parce que c'est ça aussi, c'est qu'il y en a une en fait, et tu sens qu'en fait, si tu veux, Tom Cruise, il y a même un plan notamment où tu vois que Tom Cruise attend le coup, littéralement. Et là j'étais vraiment surpris parce que ça ressemble pas trop à Tom Cruise. Ni à Cruise, ni à McQuarrie. Voilà, c'est ça. Et puis il y a Werner Herzog. Et alors là, je suis désolé, mais en fait, Werner Herzog, je sais qu'il y a des fans. Hein, je sais qu'il y a des fans aussi de son personnage, par exemple, dans Mandalorian ou ce genre de choses. Mais c'est pour moi une blague. Tu vois, enfin littéralement. C'est-à-dire qu'il y a une scène où il est censé être très menaçant et très, comment dire... où il exhorte un mec à se bouffer les doigts, là, et c'est littéralement la scène qu'il aurait fallu couper du film. Je suis pas un gros client de la scène non plus. Moi, je connais assez peu la carrière de réalisateur de Werner Herzog, je vais pas mentir, je crois que j'ai jamais vu de film de lui. Par contre, il a une gueule, le gars, mais il a une gueule, quoi. Et donc, le choisir en zec, je trouvais ça... plutôt efficace d'un point de vue purement visuel. C'est, oh putain, le mec, il arrive, il fait peur. Là où j'ai eu un problème avec la scène, parce que je suis d'accord, cette scène-là, elle a un problème, elle est honnêtement, à mon sens, ridicule. Mais je me demande si, pour le coup, alors que je vous ai dit déjà tout mon amour pour Christopher McQuarrie, et je le répète, moi je trouve que c'est aussi un problème d'écriture. C'est-à-dire qu'effectivement, cette scène-là, elle ne colle pas au reste du ton du film. T'as l'impression tout d'un coup de tomber dans un limite Z avec un mec qui te dit bouffe-toi les doigts pour me prouver que tu sais survivre, et tu fais ça marche pas bien. Écoute, moi je pense que en fait cette scène, elle a les défauts c'est les défauts des qualités de Christopher McQuarrie. Ce que je veux dire par là, c'est que
McQuarrie, c'est quelqu'un qui, je pense, a un énorme background littéraire, un énorme background scénaristique, et du coup, en fait, c'est quelqu'un qui rédige les choses. C'est-à-dire que vraiment, il les exprime à travers ses scénarios. Et je pense que c'est, à mon sens, un des défauts du film. C'est-à-dire que quand la mise en scène ne suit pas là-dedans, ça fonctionne pas. C'est pareil, si tu veux, quand il se retrouve à la fin, en fait, justement, face au personnage de Zek, quand Jack Reacher se trouve en face du personnage de Zek, t'avais déjà une scène d'action plutôt efficace, moi je trouve, tu vois, qui fonctionnait très bien sur des bases de Jack Reacher, c'est no bullshit, tu vois, c'est-à-dire en fait one shot, one kill, tu vois, ce genre de choses, etc., etc., tu vois. Il va tuer un mec avec une seule balle, il va pas faire de fioriture, il va, même si le mec il demande grâce, tu vois, il va pas le gracier, il va le tuer. Donc il y a un espèce de truc de brutalité en fait dans la façon de de se débarrasser de ses adversaires, en fait, si tu veux, qui colle très très bien avec le personnage, qui je trouve assez bien incarné de la part de Tom Cruise, qui aurait pu en fait ne pas être le cas. Un, parce que c'est Tom Cruise, et que mine de rien, en fait, si tu veux, tu peux aussi traverser ça quand t'es une star de ce niveau-là. Deux, parce que c'est un PG-13, et mine de rien, ils arrivent quand même à contourner ça. Et trois, c'est bien retranscrit, encore une fois, parce que dans les qualités de Christopher McQuarrie, il te surexplique les trucs, et en fait, par exemple, t'as, je trouve, ce petit passage très bien fait, en fait, avec, comment il s'appelle, Robert Duval, qui lui fait, je sais pas avec qui vous... Tu sais, il ramène Robert Duval, qui est un tireur d'élite aussi, en fait, qui tient comment t'appelles ça, un stand de tir, et quand il l'appelle, en fait, pour venir lui prêter main forte dans la scène d'action finale, à un moment donné, il lui dit, bon, bah, vous les butez, tu vois. T'as Tom Cruise qui lui balance ça, Jack Reacher, et t'as Robert Duval qui fait, je sais pas dans quel monde tu vis, mon gars, mais moi, en fait, je viens pas pour tuer des gens, en fait, si tu veux, je viens pour t'aider dans une situation, tu vois, c'est pas mon but de buter des gens, quoi, tu vois. Et en fait, ça contraste clairement avec le fonctionnement de Jack Reacher, du coup, en fait, ça le vend. C'est-à-dire que quand tu le vois faire ça derrière, bah, c'est exactement comme la scène, en fait, de baston de rue dont on parlait plus tôt avec Sandy, où en fait le personnage de Richard va stratégiser son attaque, c'est-à-dire qu'en fait il va expliquer aux gens ce qu'il va faire, mais il est tellement bon dans ce qu'il sait faire que c'est exactement ce qui se passe à la fin. Et la scène de baston dont tu parles, en plus, elle a ce double emploi que moi je trouve formidable, c'est qu'à la fois ça te montre Richard le stratège, celui qui sait, Richard le soldat aguerri, il sait comment ça va se finir, mais également celui qui dit mais en fait, perdons pas de temps, faisons pas ce truc-là, vous allez perdre, les gars, quoi. Et, voilà. Et c'est pas se la péter quand il fait ça. Ça aurait très facilement, surtout Tom Cruise, c'est pas le dernier pour la frime, ça aurait pu très facilement devenir une scène de frime, et ils ont vraiment réussi à contourner le truc pour faire une définition de personnage. Ouais. Une scène de Steven Seagal, c'est ça aussi. C'est la main chaude, quoi. Voilà, c'est ça. Exactement, la scène de la main chaude dont Terrain Miné, les vrais savent. Mais du coup, en fait, ce que je trouve extrêmement bien fait, c'est qu'on est littéralement dans l'incarnation, à travers le personnage de Tom Cruise, d'une logique de roman de gare. C'est-à-dire vraiment le côté, ce personnage, en fait, sans fioriture, sans machin, tu sais où tu te situes avec lui, et ce qu'il dit, c'est ce qu'il fait, quoi. Tu vois. Et alors là, pour le coup, t'as jamais lu les bouquins, et pourtant tu les connais déjà. Voilà, c'est ça. Et en fait, le truc, oui, mais parce que tu connais, c'est un genre. Je pense que les bouquins viennent en fait de ces logiques de romans de gare, quoi. J'en ai quand même lu des romans de gare, et le truc, c'est que du coup, je pense que c'est vraiment une manière de réinterpréter ça et de le ramener ce qui se fait aujourd'hui, quoi. Mais ce que j'allais dire par rapport à comment dire, les qualités, enfin les défauts des qualités, si tu veux, de Christopher McQuarrie, c'est que justement, quand Tom Cruise, comme Jack Reacher se retrouve finalement face à Zek, tu vois, et ben en fait, ce qu'il n'est pas censé savoir avec le personnage, il le recite quand même, c'est-à-dire ce que Tom Cruise dit, de toute façon, ce mec, il ferait tout pour survivre. Sauf que ça, c'est pas un truc que le personnage de Jack Reacher sait, c'est un truc que Christopher McQuarrie et le spectateur savent. Et du coup, en fait, si tu veux, tu sens que c'est une phrase d'obligation pour justifier la scène. Et ça, c'est dommage parce que il n'y a pas de recul sur le point de vue. Et toute la problématique du film, à mon sens, en fait, elle est que tu as beaucoup le point de vue de Tom Cruise, ce qui est très important, le point de vue de Jack Reacher. Tu as un peu le point de vue de Rosamund Pike, quand on avance là-dedans, tu vois. Et c'est tout. Et en fait, mine de rien, c'est un film sur le point de vue. C'est-à-dire que, en gros, et la mise en scène ne suit pas vraiment ça. C'est ça le défaut que j'aurais, on va dire, avec ce film. C'est que il a un petit côté impersonnel, en fait, je trouve, dans sa mise en scène. Christopher McQuarrie. Il a fait un film qui avait un
petite cote, alors qui est un peu disparue aujourd'hui, mais qui avait une petite cote de sympathie en fait au moment où il est sorti, qui s'appelait Way of the Gun, qui je trouve encore une fois tout ce que je devrais aimer dans le cinéma, c'est-à-dire ça dans Way of the Gun. Si j'enlève évidemment le casting de Ryan Phillippe qui pour moi est pas mal dans le rôle. Moi c'est un miscast total, vraiment, et c'est pas parce que c'est le mec de Sex Intention, hein, c'est juste que c'est pas un bon acteur, Ryan Phillippe non plus, voilà pour moi. Et en fait en tout cas il m'a jamais démontré que ça pouvait être le cas. Et Benicio del Toro c'est une autre affaire évidemment, mais voilà, et vraiment une mise en scène qui fonctionnait pas, c'est-à-dire que c'était son premier film en tant que réalisateur. Sur le papier le scénar un peu tortueux, pourquoi pas. Donc il y a un bond quand même qualitatif je trouve en termes de mise en scène entre le premier, entre Way of the Gun c'est le deuxième, et Jack Reacher c'est le deuxième. C'est-à-dire que c'est ce qui explique McQuarrie, c'est aussi pour ça qu'il est très proche de Tom Cruise, c'est que d'un seul coup en fait si tu veux c'est son ticket pour Hollywood, parce que fondamentalement Hollywood ne fait pas les films que Christopher McQuarrie voudrait faire, si tu veux, malgré, je le suspecte, malgré en fait si tu veux certains... il aime les films du milieu quoi, voilà, ceux qui ne se font plus. Voilà. Et du coup il se retrouve à faire les très très gros films de Tom Cruise maintenant. Avec pour moi d'autres problématiques, mais encore une fois c'est pas un podcast sur l'émission Impossible. Et du coup en fait voilà, il y a cette problématique du point de vue, c'est-à-dire que ce que j'entends par là c'est que quand en fait c'est centré sur Jack Reacher, ça fonctionne très très bien. Mais tu vois par exemple il y a ce truc en fait autour de la scène du questionnement. Alors, je sais pas ce que t'en penses, j'aimerais bien savoir comment c'est écrit d'ailleurs dans le bouquin, parce que j'ai l'impression qu'il manque quelque chose, il manque des infos supplémentaires en fait. C'est que justement quand ils se mettent à repenser la scène de crime et à se poser des questions sur les victimes et sur tu vois, tout ce qui amène à cette scène-là, c'est plutôt bien pensé. C'est-à-dire que le personnage d'Hélène va rencontrer un des pères, tu vois, d'une des victimes, si tu veux. Donc elle a très peur parce que d'un seul coup, elle se retrouve émotionnellement dans le truc. T'as une autre mise en place, en fait, qui je trouve assez forte, en fait, si tu veux, qui est que, en fait, d'un seul coup, on parle, elle, de son point de vue, elle exprime qui sont les personnages, en fait, qui étaient là ce jour-là et pourquoi ils sont morts et qu'est-ce qui était en train d'arriver, si tu veux, d'un point de vue émotionnel. Et mine de rien, c'est bien en fait quand tu vois dans un film ce genre de choses, parce que en fait, c'est des personnages qui sont c'est des trucs en fait où tu lances le récit puis tu les oublies en fait, mais sauf que non, ils ont une vraie existence. C'est une scène que je trouve vraiment superbe, parce que ils ont 2 minutes par personnage pour qu'ils existent. Voilà, c'est ça. Et ces personnages, ils existent. Et ça marche. Et t'as Tom Cruise qui vient contrecarrer ça en disant mais attends, est-ce que c'est vraiment ça ou pas ? C'est-à-dire, est-ce que ça serait pas, par exemple, ces deux personnages, ça serait pas des amants ? Toi, t'as appris ça et ça sur eux, mais en fait, s'ils se retrouvent en face à face, c'est des amants. Et finalement, c'est complètement abandonné après dans le récit, c'est-à-dire cette notion-là. Et je trouve ça dommage parce que ça teinte un peu le truc sur une espèce de fausse piste qui finalement n'est plus vraiment exploitée. Alors, moi, j'ai pas considéré ça comme une fausse piste, j'ai plus vu ça comme l'esprit de Reacher au travail. Et il atterrit à il arrive à une conclusion. En fait, tu te dis, non mais attends, il y a eu ça, tu m'as donné cet élément-là, et ces 2 éléments, ils nous emmènent ici. Ils nous emmènent pas là où tu croyais, il pensait pas à sa femme, il pensait à son amante. En fait, j'ai plus l'impression que c'est une façon de montrer comment Reacher est en avance sur les autres, parce c'est un mec intelligent. Mais bien sûr, mais sauf que en fait, le problème, c'est que ça débouche sur rien finalement, en fait, cette logique-là, parce que, grosso merdo, c'est-à-dire qu'il va peut-être le faire ailleurs, mais pas pour ce point spécifique du récit, ce qui fait que je trouve que, étrangement, ça tempère un peu justement la qualité de la scène juste avant. C'est-à-dire, voilà. Et l'autre problématique, en fait, que je parlais du point de vue, et là je parle vraiment d'un point de vue de réalisateur pour le coup, c'est-à-dire que, par exemple, il y a une scène de baston qui, en fait, avait tout pour être bien, et pour moi ne fonctionne pas du tout, elle est pas drôle, elle est pas... Je veux dire, tu sens que c'est censé être drôle, mais en fait, tu vois juste des crétins. C'est la scène où il va dans la baraque, dans la salle de bain, parce qu'en fait, elle est filmée comme une scène d'action, alors qu'elle devrait être filmée comme une scène de comédie, pour que d'un seul coup on comprenne que les deux c'est des crétins qui se voilà. Et comme moi en fait j'arrive pas à rigoler de la séquence, parce que je me dis mais qu'est-ce qu'ils font ces imbéciles, tu vois, en fait on leur a envoyé des blaireaux pour voilà, ça tu le comprends, mais tu rigoles pas, tu devrais rire justement en fait parce que c'est des blaireaux. Bah là en fait c'est là où je vois le côté un peu impersonnel de la mise en scène de McQuarrie, où je me dis bon bah il a ses limites en tant que tu vois voilà. Par exemple, c'est pas une scène. Je pense que des séquences de comédie comme celle de Mission Impossible 4, par exemple, si tu veux, avec Benji, avec tout ça, pour prendre un exemple avec Brad Bird, il en serait totalement incapable dans les Missions Impossibles. D'ailleurs, elle fonctionne pas non plus dans Mission Impossible 5 et 6, je trouve, tu vois. Mais voilà, c'est un de ces trucs où je trouve il a malheureusement ses limites, même si c'est quand même plus soutenu et mieux foutu, on va dire, si tu veux, que sur Way of the Gun, que sur tout ça, quoi. Et puis, ça ne sabote pas le film. Ça aussi, c'est un truc qui est très important, c'est-à-dire que, malheureusement, ça ne le surélève pas. Mais heureusement qu'il a une très bonne charpente scénaristique, tu vois, le film, quoi. Sans mauvais jeu de mots, excuse-moi, monsieur
Excusez-moi, monsieur. C'est la première fois qu'on me l'a fait, celle-là. C'est vrai qu'on ne l'a jamais faite. Mais moi, j'ai envie de le dire parce que je suis sûr que les gens vont faire ah, Charpentier, Charpente. Voilà, tu vois. Bref, mais tu couperas ça là. Je passe pour un crétin. Mais cette bonne charpente scénaristique, vraiment, en fait, si tu veux, c'est ce qui pour moi, en fait, c'est vraiment la base solide du film, quoi. Et il fonctionne pour moi principalement là-dessus, avec des petits moments inspirés, d'autres moments beaucoup moins, voilà. Mais ceci étant dit, pour moi, c'est vraiment un film de qualité, quoi. Je t'avoue que moi, sur la scène de la salle de bain, je suis assez d'accord avec toi, mais j'avais jamais réussi à mettre le doigt sur le pourquoi. Donc, je trouve ça cool que tu nous expliques ça, parce que je suis assez d'accord avec ton analyse. Surtout le déroulement de l'enquête, moi, je trouve qu'il y a alors, c'est autant, enfin, la mise en scène, c'est pas seulement déplacer la caméra, c'est aussi choisir ses points de montage. Et moi, je trouve que toute la démonstration de Jack Reacher, quand il commence justement à réfléchir, etc., je la trouve en termes de montage absolument brillante. C'est en plusieurs épisodes, mais je me souviens notamment, par exemple, quand Helen Rodin, donc le personnage de Rosamund Pike, veut que Reacher lui explique tout. Il commence la discussion dans un diner, il est en train de lui expliquer un truc, et t'as souvent un truc qu'on fait au cinéma qui est de pas montrer les personnages se déplacer, et donc de prendre les discussions, tu sais, ils sont d'abord dans une cuisine, puis ensuite, après, ils sont au restaurant, puis après, et là, ils s'en servent en termes de montage pour insérer un flashback. Donc, il commence la discussion, il dit, j'ai un bus dans 10 minutes, la discussion commence, hop, tu tapes sur le flashback, et tu reviens sur eux en train de discuter, et ils sont à la gare routière. Il y a plein de petites choses comme ça. De la même façon, quand il se refait dans sa tête et qu'il commence à remplacer James Barr par quelqu'un d'autre, tu vois tout son relationnel. Quand t'as les balles la première fois que tu te rends compte que Reacher sait que c'est pas le meilleur endroit pour un tireur, la première chose que tu vois en termes de montage, c'est juste un tapis de sol de voiture avec des balles qui tombent avant d'aller sur le pont. Donc il commence petit à petit à te donner des indices qui sont une création de comment l'esprit de Reacher réfléchit. Ça, c'est un vrai truc d'écriture aussi. Moi je trouve ça, mais là à ce moment-là, moi en tant que spectateur, je suis en état d'extase parce que je trouve que c'est malin, bien fait, bien monté, et qu'en fait on me délivre des informations, parce que quand même le début de Reacher, on va dire les 30 premières minutes, c'est de l'exposition, ça sert à rien. Et ça passe comme une lettre à la poste. C'est vrai. Enfin, moi, là-dessus, je suis admiratif. Je suis moins admiratif de la seconde partie du film, parce que c'est la partie la plus action, et c'est peut-être celle où il est le moins à l'aise. Bah, il est le moins à l'aise, si ce n'est que, voilà, par exemple, si tu veux, je sais qu'il y a pas mal de gens qui parlent de la scène de poursuite. Oui, on va en parler aussi. Voilà, mais cette scène de poursuite, en fait, si tu veux, ce que j'aime bien dans la scène en soi, c'est l'écriture de la scène, encore une fois. C'est-à-dire que, en fait, c'est les petits moments où, d'un seul coup, par exemple, si tu veux, tu vois que c'est écrit, il rentre dans un tunnel. Et donc, en fait, d'un seul coup, qu'est-ce qui se passe ? Il est dans un tunnel, mais le tunnel est assez étroit. Donc, il va falloir, en fait, arriver à slalomer, freiner, repartir, si tu veux, derrière les bagnoles pour pouvoir, en fait, échapper à ses adversaires, si tu veux. Et ça, mine de rien, tu l'écris, en fait. C'est-à-dire, c'est pas qu'un truc de cascadeur sur place quand tu shootes, quoi, tu vois. Alors, ça, c'est un accident heureux, apparemment, dans le film, mais quand la bagnole doit redémarrer, que Tom Cruise a du mal à le faire redémarrer, c'est un truc qui est rajouté. Mais justement, en fait, ce que j'allais dire, c'est que, en tant que narrateur, tout simplement, en fait, c'est-à-dire, partons sur cette logique-là, en fait, un mec comme Christopher McQuarrie, il a vu l'intérêt de rajouter, si tu veux, cet élément, ce que lui considère de suspense, mais moi, je trouve que plus de réalité. C'est-à-dire qu'ils fonctionnent très bien. Je suis assez d'accord. Voilà, c'est tout d'un coup le mec. Déjà, c'est cool que Tom Cruise soit pas sorti du rôle. Il essaie de redémarrer parce qu'il se rend compte, parce qu'en fait, il devait pas caler. Et oui, ça rajoute au côté. C'est une poursuite ancrée dans un monde que je connais. Voilà, c'est ça. Et donc il y a plein de petites. Il y a une petite progression. Il y a le truc, la façon dont il s'en sort quand il laisse la bagnole rouler. Alors, et qu'il se cache dans le. J'ai une question pour toi parce que ça m'a échappé en le revoyant. Je me suis dit, ok, j'ai une double poursuite. Tu as la poursuite de Cruise qui poursuit les antagonistes, et tu as la poursuite de Cruise qui est poursuivi par les flics. Il me semble qu'il manque une information dans le film qui est comment Cruise se retrouve à poursuivre les antagonistes. Je sais plus, en fait, là tu me colles une... Moi j'ai l'impression que là-dessus il manque une scène ou un élément quelque part qui a dû être coupé. C'est possible. Après le truc c'est que donc dans la façon dont il s'en sort, si tu veux, je poursuis un peu sur ma logique, parce que là, je t'avoue que j'ai pas la réponse, quoi. Mais en fait ça me colle pas, ça va être une information qui est passée assez rapide, effectivement. Mais le truc, en fait, si tu veux, c'est que je pense que les auditeurs vont nous corriger dans les commentaires, quoi. Comme ça arrive assez souvent d'ailleurs quand on dit de la merde. Mais on va vous dire merci du coup. Voilà. Mais le truc, c'est que, en fait, donc t'as ce moment où il arrive à s'en sortir parce que d'un seul coup, il s'inscrit dans les personnages qui attendent le bus. Tu veux, le mec qui lui file une casquette, ils savent pas pourquoi, mais il l'aide. Parce que de toute façon, on va l'aider, voilà, c'est tout, quoi. Mais ça marche, tu vois, c'est plutôt bien vu. C'est un peu appuyé, je trouve, en tongue in cheek avec le sourire à la fin quand il lui rend sa casquette et tout. Tu te dis, bon, ça va, c'est connivence spectateur coup de coude, machin, tu vois.
Mais c'est pas grave, ça passe à peu près. Le problème que j'ai avec cette scène, c'est le filmage, encore une fois. C'est-à-dire qu'en fait, en gros, alors, outre le fait qu'on t'explique que Tom Cruise, c'est quelqu'un qui fait ses cascades, qui machin, qui bidule et tout ça, etc., tu vois. Et là, dans cette scène, je suis désolé, mais il y a de la rétroprojection. Et en fait, non seulement il y a de la rétroprojection, mais la plupart du temps, tu la grilles pas forcément. Mais il y a un plan, moi, qui me fait littéralement sortir de la scène. C'est le plan où tu vois littéralement la rétroprojection parce qu'ils font un mouvement de caméra, en fait, si tu veux, et t'as l'impression que limite que c'est un trans-travelling, en fait, si tu veux, qui te révèle en fait le truc, quoi. Tu vois, c'est-à-dire qu'il te révèle la rétroprojection derrière. Et du coup, je l'ai pas vu, moi, on n'est plus du tout dans la réalité, pour moi. C'est-à-dire qu'en fait, on n'est plus dans le réalisme de la séquence ou même dans Enfin, c'est une contradiction. J'ai pas de problème avec la technique en soi. J'ai problème avec la façon de le révéler sans même faire exprès. Je pense qu'ils se sont pas rendus compte. Je te dis vraiment, moi je l'ai pas vu. Hein, donc j'ai vu le film 5-6 fois. Donc, c'est un plan vraiment. En fait, il y a un plan où Tom Cruise en fait redémarre dans une allée comme ça, si tu veux, et en fait, en gros, tu vois en fait que il y a un espèce de mouvement de caméra en fait, si tu veux. Je te dis, j'ai l'impression que c'est un trans-travelling. Je suis pas sûr. Il faudrait que je revoie la scène, tu vois. Mais en fait, qui révèle en fait le fond derrière. C'est-à-dire qu'il y a plein de moments de rétroprojection. Il y a un moment donné où, mais en fait, tu les aurais pas vus s'il y avait pas ce plan. Enfin, moi, je les aurais pas vus si j'avais pas ce plan. C'est ce que je veux dire. C'est que si ce plan-là était pas dans le film, la technique serait passée sans problème. Parce que notamment, il y a un moment donné où Tom Cruise se retrouve face au flic qui met sa bagnole en travers. Bah, t'as un plan, c'est de la rétroprojection. C'est encore un truc de Tom Cruise devant. Et en fait, si tu veux, c'est très très étrange en fait comme truc. Mais c'est un truc qui est bien fait en soi, si ce n'est pour ce plan. En fait, si tu veux, qui du coup dévoile le poteau rose, quoi. Bah, moi, je vais. Ouais, vas-y, moi fini. Et donc, en fait, si tu veux, ça fait partie des trucs où je pense que c'est pas incohérent, en fait, qu'il y ait ces séquences-là, mais déjà, j'ai envie de dire, même si sur ce film-là, ils ont pas forcément fait ça, enfin, Tom Cruise, ça fait 20 ans qu'il passe sa carrière à t'expliquer qu'il fait tout sur le point, machin, etc., etc. Et il y a un moment donné où t'as envie de dire, peut-être qu'il en fait un peu plus que John Travolta à l'époque, ou je sais pas quoi, etc., etc. Tous les héros d'action avec lesquels il a démarré sa carrière lui aussi, si tu veux, tous ses concurrents, on va dire, tu vois. Mais bon, enfin, faut pas déconner non plus, c'est pas Jackie Chan, hein, tu vois. Il en fait pas tellement plus que Steve McQueen dans Bullet. Hein. Voilà, non, en fait, c'est-à-dire que le truc, mais sauf que Steve McQueen le faisait vraiment, pour le coup, si tu veux, c'est-à-dire dans, entre guillemets, c'était dans le décor, si tu veux. Là, le problème, c'est que même si Jackie Chan n'est pas vendu sur ça, c'est plutôt sur les Missions Impossibles que c'est le cas, etc., etc., il y a un moment donné où t'as envie de dire, vous savez, c'est du market aussi, ça. Mais alors, oui, c'est du market. Ouais, mais c'est important de le dire parce que, en fait, en gros, si tu veux, on est passé à un stade où, Tom Cruise, il fait toutes ces putains de cascades. Oui, non, mais justement, c'est du marketing. Donc, on l'entend. Enfin, moi, je l'entends plus. C'est du bruit. Ok, je sais. Et, c'est pas du bruit pour tout le monde. Hein. Et le fait est que moi, cette poursuite, je vais plutôt être très content parce que il y a assez peu de choses au cinéma qui n'appartiennent qu'au cinéma. Je veux dire. Le polar, ça vient du roman. Le drame, tu peux le trouver au théâtre. La poursuite automobile, c'est du cinéma, quoi. C'est l'un des trucs. Tu peux aller sur des courses de bagnole, des courses de F1, tu vois. C'est pas le même plaisir du tout. Certes. Une course de F1, c'est des gens qui font la course. Une poursuite, il y a autre chose dedans. Et je trouve que cette poursuite, déjà, on en avait parlé une fois ensemble. En 2003, on a quand même eu un max de poursuites monstrueuses. Et entre 2003 et 2012, voire entre 2003 et 2021, il s'est quand même pas passé grand-chose en termes de poursuite. On a eu Baby Driver qui a été un espèce de truc qui fait plaisir à l'âme. Et pour moi, il y a eu cette poursuite de Jack Reacher qui essaie de retrouver parce qu'une poursuite, c'est des enjeux, bien entendu. C'est normalement une avancée scénaristique ou une pause dans la narration. Et puis c'est aussi un gros travail de rythme. Une poursuite, c'est comme une chanson. Et donc, je trouve que par exemple, le travail sur le son de cette poursuite, où tu vas avoir le son du moteur de la voiture de Reacher que tu vas entendre beaucoup, le son de l'audi des antagonistes que tu vas quasiment jamais entendre, les flics qui seront identifiés uniquement par le bruit des sirènes, les changements de mix entre la poursuite à l'intérieur, à l'extérieur, quand tu fais des inserts sur le pied sur l'accélérateur, etc. Je trouve qu'en termes de rythmique, cette poursuite, c'est une petite merveille. On retrouve cette espèce d'ambiance brute des années 60, fin des années 60 et début des années 70 que moi j'adore. Écoute, moi je trouve justement que en fait c'est un des moments en fait où là on est vraiment pas d'accord. Enfin, on est d'accord sur ce que tu dis en soi, si tu veux. Je dis pas que ça existe pas, hein, tu vois. Mais ce que je veux dire par rapport à ça, c'est que à toute proportion gardée, j'entends bien hein, évidemment qu'on soit d'accord là-dessus, quoi. Pour moi, elle est un peu trop moderne en fait dans sa façon d'être présentée. Et là, je parle vraiment visuellement, pas voilà. Encore une fois, j'ai pas de problème avec la technologie en soi exploitée.
je l'aurais pas grillé pour la plupart du temps, si ce n'est ce plan-là. Et je me rappelle que déjà à l'époque, quand j'avais vu le film en salle, ça m'avait posé un problème sans mettre le doigt dessus. Mais là, du coup, je me l'ai refait à la maison, si tu veux, sur le Blu-ray, un petit peu pour voir. Je fais putain, mais en fait, ces bâtards, ils utilisent la rétroprojection. Et surtout, encore une fois, c'est pas grave, mais là, on le grille, en fait, si tu veux. Et comme ce plan, il est vraiment. C'est un des premiers que tu vois, en fait, si tu veux, dans le truc. Moi, ça me baise le truc. Et du coup, en fait, je te dis, voilà, j'ai plus l'impression d'être dans. Encore une fois, toute proportion gardée dans le remake de 60 secondes chrono, quoi. Toute proportion gardée, parce que c'est pas la pire scène de poursuite non plus, la scène finale, hein, la scène de poursuite finale du film, hein, elle est plutôt sympa, hein, de Gone in 60 Seconds. C'est pas de la merde, mais c'est-à-dire qu'elle dure 2 minutes sur un film qui dure 2 heures et qui elle dure 9 chrono, minutes, quoi. elle dure 9 minutes, et le problème justement du film, c'est qu'il y en a pas avant celle-là, et que c'est le climax, tu vois, donc c'est un film de merde, on est d'accord. Peut-être que tu dors déjà à ce moment-là. Mais en tout cas, c'est le meilleur moment du film. Élément ironique d'ailleurs, dans les bouquins, Jack Reacher ne conduit quasiment jamais, il aime pas ça. Oui, c'est un des trucs, voilà. C'est d'ailleurs pour ça qu'il prend le bus sans arrêt pour se déplacer. Justement, bon, voilà, moi je trouve qu'il y a un bon travail d'incarnation. C'est-à-dire vraiment, en fait, n'ayant pas lu les romans et étant plus, on va dire, peut-être attaché à Tom Cruise dans le rôle, etc., mais je reconnais pas, j'ai beau dire Tom Cruise, en fait, c'est quand même Jack Reacher. C'est-à-dire, pour moi, il sort vraiment des autres personnages, déjà de Ethan Hunt, des personnages de Cocktail, évidemment, de tout ça. Ça fait longtemps qu'il fait plus ça, mais je veux dire, voilà, il sort un peu de ce genre de truc, et en fait, on a vraiment l'impression que c'est la version... c'est un vrai personnage. Voilà, dur, tu vois. L'autre truc, c'est que c'est une bonne base pour une franchise, et malheureusement, en fait, ça n'a absolument pas suivi, quoi. Ça a été salopé par Edward Zwick. Voilà, ça contourne astucieusement le PG-13, mine de rien, parce que nous, on est habitué à ce genre de film qui soit quand même plus dur que ce que tu vois à l'écran, finalement, physiquement, mais ils arrivent quand même à finalement montrer la dureté du personnage, tu vois, et son côté expéditif, tu vois, sans forcément recourir à des cassages de bras absolus, des trucs à la Steven, ou même des trucs voilà, comme ça. Donc, c'est-à-dire que Payback, par exemple, avec Mel Gibson, c'est clairement, pareil, un roman de gare, si tu veux, adapté au cinéma, mais c'est un film R qui y va à fond, et moi j'adore, enfin voilà, mais celui-là, ils arrivent, ils ont pas le R, la classification R qui va avec, ils arrivent quand même, mine de rien, à faire, c'est pas aussi dur que Payback, mais ils arrivent, mine de rien, à faire quelque chose avec ça. Moi, ce que j'aimerais qu'on discute 5 minutes, vite fait, c'est éventuellement les pitchs des autres romans, ceux que tu conseillerais éventuellement à ceux qui aiment la franchise et qui ne sont pas encore lancés dans le... Alors, c'est toujours bien de commencer par le premier, hein, puisque ça raconte quoi le premier raconte, en fait, c'est vraiment le tout début. Donc Jack Reacher débarque dans une ville, et comme d'habitude, hein, son côté un peu SDF, je m'assois dans un café, et au moment où il s'assoit dans un café, il a arrêté l'accusé de meurtre, il ne sait pas pourquoi. Ça, c'est la scène d'ouverture du 2 dans le film. En fait, ça lui arrive plusieurs fois, mais parce que bon, et là, du coup, en fait, il va commencer à vouloir enquêter, alors que à la base, il voulait, si je me souviens bien, parce que j'ai lu à un petit moment celui-là, il voulait aller à l'enterrement de son frère, et il va essayer de comprendre ce qui s'est passé dans cette ville. Alors, je vous dis pas quoi, parce qu'évidemment, c'est l'enjeu du truc. Le premier bouquin pose très bien le personnage, montre très bien aussi le côté ce que fouille Lee Child. Comme tu dis, c'est parce que Lee Child, c'est pas un Américain, c'est un Anglais, qui d'ailleurs clairement, Reacher, c'est lui en réussi, entre guillemets. C'est vraiment ce fantasme de l'écrivain, parce que Lee Child fait 1m93 et Reacher fait 1m95. Lee Child, il est tout sec. Bon, l'autre, il est super costaud. Ils ont la même date d'anniversaire. Et d'ailleurs, je vous l'avais dit tout à l'heure, la scène où Reacher, dans Jack Reacher, récupère ses clés, etc., et dit, il y a des choses que les flics ne font pas, c'est pas avoir de Cadillac, pas voter démocrate, et je sais plus quel est le troisième. Le personnage qui fait, en levant les épaules, c'est Lee Child. Donc, ce bouquin-là est très bien. Il y a un autre truc qui est sympa chez Reacher, c'est que Lee Child a tendance à écrire un bouquin à la première personne et un bouquin à la troisième personne, donc tu as des changements de focalisation, ce qui est plutôt sympa, parce que ça offre des changements de rythme. Donc moi, je vous conseillerais le premier, je crois que c'est le 4e qui s'appelle dans sa version anglaise The Visitor. Je connais pas le titre américain, je connais que le titre anglais, je suis désolé. Running Scared, ou quelque chose comme ça, je crois, pour le titre américain. Qui est pareil, une vraie surprise, parce que celui-là, c'est une vraie enquête au sens plutôt policier, c'est-à-dire qu'il y a un serial killer, qu'est-ce qui se passe, pourquoi il tue les gens, pourquoi il les tue comme ça, qui est très 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 bien fait aussi. Et puis il y en a un j'ai oublié le titre, c'est malin, qui se passe dans la base militaire, donc il y a un long flashback où tu vois Reacher à l'époque où il était militaire, ce qui peut être aussi intéressant. Donc ça fait déjà 3 bouquins, en sachant qu'il y a l'embarras du choix, j'en ai lu 9, la série est née en 98, il en fait un par an, donc on va taper le 26e cette année, quoi.
Alors, je regarde là, excuse-moi, je regardais par rapport au troisième, au roman, là, c'est le 4e livre, hein, The Visitor, mais Ouais, ça, c'est c'est le titre français. C'est le titre anglais. Anglais. Et alors, en fait, aux États-Unis, c'est Running Blind. Running Blind. Voilà. Okay. Mais alors, du coup, il y a pas de titre. Ah, je te dis, il y a pas mal de Reacher qui n'ont pas été traduits. Donc, malheureusement, si vous voulez attaquer du Reacher, il faut être plutôt anglophone et ça se trouve très facilement sur Amazon en anglais. Parce que je vois effectivement qu'ils disent tome suivant et tome précédent. Tu vois, par exemple, le 3e roman, c'est Dégage pour l'enfer. Le 5e, c'est Carmen à mort. Enfin, voilà. Carmen à mort, c'est Echo Fail, quelque chose comme ça, que pas le meilleur. D'accord, ok. Mais en tout cas, voilà, moi, ce que je trouve vraiment intéressant, c'est que, comme tu l'as dit au début, je suis venu à Reacher parce que j'ai vu le film et que j'ai fait c'est le genre de polar brut de décoffrage que j'adore. Donc, je vais pas dire oh là là, c'est honteux que Tom Cruise ait fait ce rôle-là. Parce qu'en fait, il s'en est emparé, il en a fait quelque chose que je trouve de très bon. Il me manque juste le côté, effectivement, dans la scène de baston dont on parle, elle est très bien amenée d'un point de vue scénaristique. Physiquement, je trouve que Reacher le fait moyen. Enfin, moi, Tom Cruise le fait moyen. C'est marrant parce que, en fait, alors pour le coup, je le trouve très expéditif et très bien. Tu vois que Tom Cruise, il a son truc où il est entraîné de manière militaire. Et les gens se gossent sur John Wick et sur Keanu Reeves, tu vois. Et il est très bien quand tu vois toutes ces vidéos, tu le vois en train de s'entraîner, etc., etc. Mais je trouve qu'il a toujours un côté mécanique, en fait, Keanu Reeves, hein, qui va avec son côté un peu balai dans le cul, qu'on apprécie, hein, qui est plutôt marrant, mais c'est le cas, hein, Keanu Reeves, c'est quelqu'un qui a un balai dans le cul. Tom Cruise, il est un peu plus, en fait, il adapte cette physicalité à lui-même, tu vois, si tu veux, ce truc, et ça fonctionne plutôt bien, c'est-à-dire l'entraînement militaire que tu vois par exemple dans Collateral, que tu vois là dans Jack Reacher dans la scène finale. Je trouve que finalement il le ressort bien là-dedans et moi j'ai pas de problème avec ça. J'ai plus de problème avec pour le coup Jay Courtney, que ça se voit vraiment qu'en fait tu vois merde, je me suis pas entraîné, tu vois, parce que je branle rien, tu vois. Voilà, mais il y a pas c'est pas qu'une problématique de charisme, hein, Jay Courtney, c'est une vraie problématique de, je pense, de travail, hein. C'est une problématique de Jay. Voilà, et en fait le truc c'est que non, mais même sans être méchant, vraiment quand tu regardes le truc, je pense que c'est un mec qui travaille pas assez, quoi, tu vois. Enfin en tout cas c'est ce que je ressens quand je vois le truc, quoi. Je suis pas sur le plateau pour voir avec lui, mais donc moi là-dessus j'ai pas trop ce problème là. Je trouve qu'il est assez efficace, assez expéditif, mais effectivement je pense que c'est parce que ça a été vendu, c'est-à-dire c'est l'aspect stratégique qui vend l'aspect physique. Absolument, c'est ça, c'est voilà. Moi je dis pas que c'est un problème, je dis que j'y adhère moins, mais par contre c'est tellement bien gaulé et la scène elle a tellement du sens que ça passe, enfin comme une lettre à la poste. Je voudrais surtout pas qu'on finisse ce podcast sur une mauvaise note, parce que vraiment, enfin moi Jack Reacher c'est vraiment, si vous aimez le polar brut de décoffrage, si vous aimez les personnages qui sont no bullshit, comme tu l'as très bien dit au début, enfin c'est un film à l'ancienne, mais à l'ancienne c'est pas forcément péjoratif, très loin de là. Non, et puis en plus le truc c'est que malgré les défauts qu'on a pointés du doigt, enfin que moi j'ai pointé surtout du doigt, en fait j'ai quand même ce truc de dire que c'est un film que j'ai revu avec un grand plaisir. Surtout que j'ai vu pour la première fois, donc je le disais, la suite il y a très peu de temps, et ça aurait pu en fait un peu jeter un froid sur mon jugement, on va dire, jeter une ombre sur mon jugement, j'ai envie de dire, mais pas du tout en fait. C'est vraiment, en fait, je me suis dit putain, c'est vraiment, je vois la distinction entre les deux films. Bon, ça je le savais, mais en revoyant, ça se revoit vraiment très très bien pour un film qui finalement reste une enquête aussi, et mine de rien, une enquête, quand tu connais finalement les tenants et aboutissants, c'est moins intéressant à voir, je trouve, au final, alors que là, non, c'est quand même incarné, quoi. Le setup est beaucoup plus intriguant, de dire, attends, il y a une personne qui tue 5 personnes au hasard, pourquoi et beaucoup plus intriguant qu'en fait la résolution. Mais c'est tellement bien mené qu'en fait, c'est un vrai plaisir de spectateur. Voilà. Et puis, je voudrais juste dire un tout dernier mot, c'est sur la musique, que je trouve très très bonne. Oui, Joe Kramer, excellente. C'est vraiment, en fait, c'est aussi un des trucs, en fait, où moi j'ai découvert vraiment le compositeur avec ça, quoi, tu vois, avec ce film-là, quoi. Je trouve que ce qu'il a fait après, c'est pas forcément aussi. Sur Mission Impossible 5, c'est très bien aussi. Ouais, faudrait peut-être que je réécoute, quoi. Mais en tout cas, c'est vrai qu'il y a un vrai thème qui est super, une vraie dynamique de suspense dans sa composition. Et c'est vrai, c'est très important de le dire, ça fait partie des vrais scores que j'écoute à part. Avec un grand plaisir, et non, c'est vrai, c'est vraiment excellent. C'est vraiment un travail excellent, Joe Kramer, quoi. Voilà. Merci Julien Charpentier. Merci Christopher McQuarrie. Merci Christopher McQuarrie. Et Stéphane. Et Tom Cruise. Merci Alain, merci à la technique. Merci à nos auditeurs, merci à nos tipeurs. Donc voilà, on vous engage vraiment à revoir Jack Reacher, le premier, hein, pas le second, parce que le second vous allez pleurer normalement. Si vous voulez nous soutenir, c'est un seul site, hein, c'est tipeee.com.
mot-clé Capture Mag. Le Tipeee, ça s'écrit avec 3 E. Pour nous écouter, c'est les agrégateurs de podcasts habituels. Pour nous suivre sur les réseaux sociaux, j'ai envie de dire, c'est les réseaux sociaux habituels, hein, Twitter, Instagram et Facebook. Et puis moi, je vous dis à la prochaine avec peut-être pas un aussi bon film. On verra.